Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis entrepreneurs, l'année dernière, vous vous en souvenez, j'étais monté sur scène accompagné par les riffs de la guitare de Johnny Rotten des Sex Pistols pour illustrer le thème de la rêve de l'année dernière qui était nos futurs. Cette année, vous l'avez reconnu, je pense, j'ai choisi I Will Survive. Bon, d'abord parce que c'est le titre, mais aussi parce que ça nous rappelle les moments heureux de la Coupe du Monde, de 98, le 1, 2 et 3-0. Je suis venu vous livrer un message optimiste, un message d'espoir. C'est Malraux qui disait « Un monde sans espoir, c'est un monde irrespirable ». Et sans mauvais jeu de mots, sans parallèle avec les masques, l'atmosphère aujourd'hui est un peu irrespirable. Irrespirable parce que le catastrophisme devient la nouvelle mode. Irrespirable quand tous les économistes de tous bords nous prédisent des défaillances d'entreprises, du chômage de masse. Alors pour être optimiste aujourd'hui, il faut du courage. Il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Chers amis, bienvenue à la REF, bienvenue à la renaissance des entreprises de France. Après des mois de visioconférences, de Zoom, de Teams, de Jitsi, de Tixéo, quelques startups françaises quand même, avec parfois certains utilisateurs qui oubliaient de se mettre sur mute, je suis vraiment heureux de vous retrouver tous ensemble pour de vrai. Cet événement, j'ai tenu à le maintenir, et à le maintenir en présentiel, car après l'épreuve que nous avons traversée, je pense qu'il fallait envoyer un message fort, un message d'entrepreneur, une marque de confiance dans l'avenir. Car venir à Longchamp, comme vous le faites aujourd'hui, c'est d'abord envoyer un message de soutien au secteur de l'événementiel, de la restauration, il y a des food trucks sur la pelouse un peu plus loin, de l'hôtellerie, à tous les fournisseurs, au-delà de ça, à tous ceux qui ont été et qui sont encore durement impactés par cette crise. Venir à Longchamp, c'est aujourd'hui aussi envoyer un message à nos salariés et à nos concitoyens. Oui, le Covid-19 est là. Mais on doit se réunir. On doit continuer à consommer, à produire, bref, à vivre malgré le Covid. Alors avec les précautions nécessaires, avec les gestes barrières, avec les masques que vous portez aujourd'hui, je vous en remercie. Pour tout vous dire, c'est quand même curieux de parler devant 2000 masques, mais on va s'y habituer. Un mot, Monsieur le Premier ministre, sur le port du masque en entreprise. Évidemment, nous ne contestons pas la nécessité sanitaire de cette décision. Tout, je le dis, est préférable au reconfinement, nous le savons tous. Mais nous en avons parlé dimanche, l'annonce a été un peu brutale. Nous attendons donc, après l'avis du Haut Conseil pour la santé publique, pour la fin de semaine ou le début de la suivante, un nouveau protocole sanitaire qui laisse un peu plus de souplesse aux entreprises, en prenant en compte les spécificités de chaque métier, de chaque entreprise, la taille des bureaux, un peu de décentralisation des décisions. Je sais que le thème vous est cher. Merci en tout cas à vous tous. Merci à vous tous, merci à tous les adhérents du MEDEF présents cet après-midi. Malgré le Covid, vous êtes venus plus nombreux que l'année dernière, 20% en plus. Bravo, merci. C'est la preuve que vous avez envie de faire renaître cette économie. Merci aussi à vous, Monsieur le Premier ministre, pour votre présence aujourd'hui. Alors, je peux le dire, je vous avais invité, vous n'étiez pas encore chef du gouvernement, en tout cas officiellement, et vous n'étiez plus en charge du déconfinement. Et vous aviez accepté. Aujourd'hui, malgré une actualité très chargée, vous avez tenu parole et vous avez choisi de faire votre rentrée au MEDEF. Alors, je ne sais pas si tenir ces engagements, c'est la méthode Castex. En tout cas, je vous en remercie, je pense que ça mérite des applaudissements. Vous savez que j'aime bien les citations, certains trouvent que j'en abuse. J'en ai trouvé une qui définit assez bien ce que nous avons vécu depuis quelques mois. L'arrivée de l'imprévisible était prévisible, mais pas sa nature, dit Edgar Morin, avant d'ajouter « Attends-toi à l'inattendu ». Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette crise. Une crise qui nous appelle tous à la plus grande humilité, à commencer par nous les entrepreneurs. En temps normal,
Vous le savez mieux que quiconque, l'entrepreneur, c'est celui qui aime prévoir, qui aime se projeter, qui aime anticiper. Avec cette crise, c'était impossible et ça l'est encore. Aujourd'hui, d'une certaine manière, tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas. Tout simplement parce que ça n'est pas une crise traditionnelle du capitalisme. Une crise du capitalisme, depuis les tulipes d'Amsterdam au XVIIIe siècle, ou au XVIIe d'ailleurs je crois, c'est toujours une crise de spéculation. Cette crise ne ressemble à aucune autre parce que cette fois c'est l'État, le gouvernement, qui nous a demandé de nous arrêter. Pour de bonnes raisons, certes, car la santé passe avant tout. Et c'est pourquoi il était aussi légitime de lui demander de nous aider à repartir. Et reconnaissons que le gouvernement a fait le job. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, plutôt, si vous me le permettez, Monsieur le Premier ministre, à Édouard ce qui appartient à Édouard, au cas particulier, en mettant en place très rapidement le triptyque chômage partiel, PGE, fonds de solidarité. Le gouvernement a permis d'éviter des dizaines de milliers de défaillances d'entreprises et préserver des centaines de milliers d'emplois. Je voudrais aussi saluer, alors une fois n'est pas coutume, la réactivité de l'administration dans le déploiement des mesures. Dès la 3e semaine d'avril, les premiers remboursements du chômage partiel étaient sur le compte en banque des entreprises, mais aussi celles de nos amis banquiers qui ont réussi à mettre en place près de 560 000 PGE en 3 mois. Je pense qu'eux aussi méritent vos applaudissements. Et à mon avis, ça n'a pas dû arriver souvent qu'on applaudisse les fonctionnaires et les banquiers dans une université d'été du MEDEF. À refaire, hein, cher Maya, bien sûr. Il faut le dire aussi, rien n'aurait été possible sans la solidarité européenne. Car oui, face à cette crise, mes amis, l'Europe a été à la hauteur de la situation. Certes, comme toujours, dans la douleur, dans les difficultés, mais le plan de relance signé le 21 juillet dernier par les 27 a été un signal très fort. Un signal, évidemment, à l'échelle européenne, mais aussi un signal fort concernant l'axe franco-allemand ou allemand-français. On a bien vu tous que ce plan de relance était en fait la France et l'Allemagne, le président Macron, la chancelière Merkel, qui ont bataillé pour l'imposer. Le MEDEF, à sa place, y a joué un rôle aussi, en signant dès le mois de juin, avec le patronat italien et le patronat allemand, un appel à la mutualisation du plan de relance au niveau européen. Alors, avec les Italiens, ce n'était pas très compliqué. Avec les Allemands, il a fallu convaincre. Alors, après ce qui s'est passé dimanche soir, je ne vais pas vous demander d'applaudir les Allemands, mais je crois qu'on peut dire, en allemand dans le texte, « Vielen Dank, Frau Merkel ». Vous les applaudissez, donc. Mais, pour parler des entreprises, cette crise a aussi révélé l'extraordinaire réactivité des entrepreneurs de France. Nous ne sommes pas restés les bras croisés à attendre que ça passe. D'abord, 5 millions de salariés ont été mis en télétravail, parfois dans la difficulté, certes, mais toujours avec beaucoup d'efficacité. Un certain nombre d'entreprises ont même complètement repensé leur activité pour participer à l'effort général, à l'effort de guerre. Production de gel, de masques, de blouses, de visières, de respirateurs. Et surtout, malgré les contraintes sanitaires, parfois très tatillonnes, les 90 guides qui ont été publiés, elles ont repris l'activité avec détermination dès que ça a été possible. Ensuite, nos salariés, ceux de la fameuse première ligne d'abord, qui ont été fidèles au poste, qui ont assuré sans relâche l'alimentation, les besoins énergétiques, le transport ou le soin des Français. Et puis plus largement, l'ensemble de nos collaborateurs. Ils ont repris le travail, parfois dans des conditions difficiles. Et comme les soignants, je pense que nos collaborateurs méritent vos applaudissements. Je vous fais applaudir, ça me permet de boire un petit peu. Alors, une des leçons de cette crise, c'est que l'image des entreprises sort très renforcée de cette crise. Que ce soit auprès de nos salariés ou d'ailleurs auprès de nos compatriotes en général, les sondages montrent que les Français nous font maintenant largement confiance. Dans une étude BVA menée en juin, 90% des Français affirment avoir confiance dans les PME. Et la confiance dans les grands groupes, qui est en général plus basse, a gagné, elle, 13 points en un an. Donc il y a eu des bouleversements, il y a eu des surprises dans cette crise. D'ailleurs, je peux vous en faire la confidence, puisque lui-même en a parlé ce week-end au congrès de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon m'a appelé pendant la crise, figurez-vous.
Alors, il voulait savoir pourquoi on ne produisait pas de masques, de respirateurs, etc. en France. Donc je lui ai parlé désindustrialisation, impôts de production. Pas sûr que je l'ai convaincu. Mais enfin, au final, il a lui aussi reconnu la réactivité des entreprises françaises, comme quoi tout arrive, mes amis, tout arrive. Oui, on peut dire Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, à vous de voir. Et pour faire face à la crise, nos entreprises ont aussi pu compter sur le MEDEF. Là, c'est le quart d'heure publicitaire. Nous avons travaillé intensément avec Bercy sur le PGE, sur le fonds de solidarité, en obtenant notamment l'intégration des entreprises qui étaient mal notées dans le dispositif PGE. Au total, 2,7% de refus sur le PGE, donc quasiment automatique. On a d'ailleurs travaillé main dans la main avec les autres organisations patronales à ce moment-là. J'en profite pour saluer Alain Griset, qui à l'époque était président de l'UDP et qui est maintenant notre ministre des PME. J'espère, Alain, que tu te souviens de tout ce que tu disais à l'époque, maintenant que tu es passé de l'autre côté. On a obtenu un dispositif de chômage partiel puissant, rapidement mis en place. Monsieur le Premier ministre, il reste 2 millions de salariés au chômage partiel dans des secteurs qui souffrent énormément, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie. Il faudra être bienveillant, financièrement bienveillant pour eux dans les mois qui viennent. Avec nos amis de l'UMM, on a ensuite lancé l'idée, reprise par le gouvernement, de l'activité partielle de longue durée, inspirée des Allemands, là aussi, du Kurzarbeit. Nous nous sommes battus aussi pour chacun de vos secteurs, notamment pour les secteurs du tourisme et les secteurs liés. Nous avons obtenu le report, puis l'annulation des charges fiscales et sociales. Et le dialogue ou le combat continue pour essayer d'allonger la liste des activités qui sont impactées par ces fermetures. On a aussi beaucoup bataillé, discuté, convaincu sur la responsabilité pénale du chef d'entreprise, un sujet très sensible pour nous. Au-delà de l'action du MEDEF national, vous avez pu compter aussi sur la grande famille du MEDEF, les MEDEF régionaux, les MEDEF territoriaux, les fédérations professionnelles, le MEDEF international. Tout à l'heure, dans la réunion des adhérents, j'ai montré un sondage qui montre une très grosse progression de notre image. Vous tous, chers amis, vous avez joué un rôle clé dans cette crise, en étant près des adhérents, en affirmant votre rôle d'interlocuteur privilégié pour les entreprises. J'en profite pour remercier toutes les équipes de l'Avenue Bosquet qui ont fait un travail formidable, tous les collaborateurs des fédérations, des MEDEF territoriaux, des MEDEF régionaux, qu'on peut applaudir. Ils n'ont pas ménagé leur peine. Mais aussi les élus, dont je salue l'action, l'engagement sans faille, commencé par mon vieux complice de 35 ans, Patrick Martin, président délégué, les vice-présidents, Dominique Carlac, Fabrice Le Sachet, Jean-Luc Monteil et tous les membres du conseil exécutif. Merci à eux. Mes amis, nous avons fait un bloc, ou plutôt, vous êtes bien de Monsieur le Premier ministre, un pack efficace dans la voie à porter. Mais vous vous en souvenez, nous avons aussi pris notre risque, comme dirait le président de la République. Dès le mois d'avril, j'ai appelé à reprendre l'activité, rapidement. J'ai demandé une accélération du déconfinement. Et nous avons pu déconfiner dès le 11 mai, et je remercie le gouvernement. J'ai aussi, ça fait polémique, ouvert le débat sur le temps de travail au niveau de l'entreprise. Travailler plus, que n'avais-je pas dit au pays des 35 heures? Depuis, j'ai cru entendre certains responsables politiques, et pas des moindres, parler de travailler davantage. Travailler plus, travailler davantage. Je pense qu'il faudra rouvrir le débat, notamment quand on arrivera au moment des 35 heures. La retraite, pardon, excusez-moi, lapsus révélateur ou non révélateur. Il faudra rouvrir le débat. Pourquoi? Je le dis très simplement ici. La richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Donc ce débat sur le travail davantage, nous l'aurons dans le cadre du dialogue social sur les retraites. Pas maintenant, c'est certain. La priorité, c'est la relance. Mais pas non plus en 2022. Nos amis d'Europe du Nord, les fourmis généreuses qui ont contribué au plan européen, nous demanderont des comptes sur les réformes. À propos de dialogue social, nous avons vécu un moment très fort. On dit souvent qu'il ne fonctionne pas en France, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau national. C'est faux, c'est faux. Le 30 avril, nous avons signé un appel à la reprise du travail avec la CFDT et la CFTC.
Je crois que le fait que les deux principaux partenaires sociaux du pays donnent le signal de la reprise du travail a exercé une forte influence sur le gouvernement, mais aussi dans les entreprises. Et je tiens à saluer ici l'esprit de responsabilité des syndicats réformistes. Ils ont été menacés, caricaturés sur les réseaux sociaux, parfois malmenés physiquement. Et malgré tout, près de 7000 accords de reprise du travail ont été signés dans tout le pays. Là aussi, je pense qu'on peut les applaudir. Là aussi, applaudir les fonctionnaires, les syndicats, au MEDEF, tout arrive. Il faut vraiment que le Covid passe par là. En tout cas, depuis 20 ans, jamais le dialogue social n'a été aussi intense dans notre pays. Et c'est pour ça, Monsieur le Premier ministre, que nous saluons le nouvel état d'esprit que vous avez affiché, en tout cas l'intention, vis-à-vis des partenaires sociaux. Je vous le dis sans arrogance, saisissez la chance historique d'avoir des interlocuteurs prêts à construire ou à reconstruire ensemble. Voilà donc pour le bilan des 6 derniers mois. Mais évidemment, l'objectif de ces 2 jours, chers amis, c'est de parler de la renaissance des entreprises de France, dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde d'après. Même si j'aime pas beaucoup cette expression, le monde d'après. D'abord parce qu'elle fait table rase du passé, ce qui n'est jamais, c'est jamais très bon. Et surtout parce qu'elle passe sous silence, le monde de maintenant. Celui dans lequel nous sommes, celui du Covid, celui où nous apprenons à vivre avec ce virus. Alors dans quel monde de maintenant allons-nous évoluer? Au fond, quel est le rôle que doivent y jouer les entreprises? Je voudrais essayer de traiter les 2 grands sujets qui ont émergé de cette crise. D'un côté, la mondialisation, et de l'autre, le rapport et l'équilibre entre croissance et écologie. Alors la mondialisation d'abord. Vous vous souvenez, l'an dernier, à cette même tribune, je vous disais que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne faisait que commencer. Je vous disais que nous allions vers une compétition des modèles d'économie et de systèmes politiques entre 3 grands blocs, le modèle anglo-saxon, le modèle chinois et le modèle européen que nous essayons d'imaginer à 27. Sans oublier bien sûr l'Afrique qui emprunte sa propre voie. Le président du Sénégal, Macky Sall, viendra nous en parler demain. Force est de constater que la crise n'a pas amélioré les choses. Elle a même plutôt accéléré le processus. La tentation, plus que la tentation du protectionnisme, s'est exacerbée. Le recul de la démocratie dans le monde a continué. Je vous disais l'an dernier que le temps de la mondialisation heureuse était terminé. On peut aujourd'hui se demander si nous ne sommes pas rentrés dans celui de la démondialisation malheureuse. Mais il faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est que cette crise a aussi sonné le réveil de l'Europe. Et nous a amenés à nous poser un certain nombre de questions en matière de souveraineté, en matière de réindustrialisation. En particulier, les questions de recherche, de production au sens large. Par exemple, celle des médicaments. La crise nous a rappelé que la Chine et l'Inde, à elles seules, c'est 80% de la production mondiale de paracétamol. Du coup, on a entendu de part et d'autre de l'échiquier politique qu'il fallait relocaliser notre production au plus vite. Mais là encore, mes amis, il faut aller au-delà des incantations. Il faut ouvrir le capot, il faut mettre les mains dans le moteur. Quand il faut se faire le défenseur de la relocalisation, tout le monde est partant. Mais lorsqu'il faut accueillir une usine sur son territoire, lorsqu'il faut demander aux consommateurs de payer plus cher le produit final, il y a moins de monde. Produire en France, produire en Europe, ça a un coût. Et ce coût, il faudra le traduire dans toute la chaîne de valeur. La souveraineté, ça n'est pas uniquement une question de relocalisation. La souveraineté, c'est par exemple la question des données, et par extension, celle des géants du numérique, celle des monopoles mondiaux qui sont en train de se créer. Sur ces sujets, comme sur d'autres, vous l'avez vu, le MEDEF a évolué. Juste après mon élection, j'ai créé un comité souveraineté. La souveraineté, je vous le dis simplement, mes amis, ça n'est plus un gros mot au MEDEF. La souveraineté, chers amis, ça n'est pas l'opposé du libre-échange. Ça n'est pas un retour à un protectionnisme étroit et de toute façon impossible. N'oublions pas que le libre-échange a permis, en matière notamment de recul de la pauvreté dans le monde,
Ce que nous voulons, au fond, c'est le juste échange, c'est-à-dire la possibilité pour nous, pour les entrepreneurs, d'exercer leur talent avec des règles équitables à travers le monde. Des règles équitables en matière de droits de douane, bien sûr, de fiscalité, de droit des affaires, de propriété intellectuelle, de normes environnementales et de respect des droits humains. C'est ça le juste échange, c'est ça que nous demandons. Un mot maintenant sur l'autre grand thème qui a émergé de cette crise. Comment concilier croissance et écologie? Travailler, produire, voyager, consommer, vivre tout simplement, c'est émettre du CO2 et c'est donc contribuer au réchauffement de la planète et à la perte de biodiversité. Le confinement nous a montré d'ailleurs, par l'absurde, qu'il était possible momentanément de stopper ce réchauffement en arrêtant tout simplement l'économie. Mais je pense que nous avons tous compris que c'était la solution pour mourir guéri. Alors comme vous, je me suis réjoui de voir des chevreuils gambader dans nos villes ou d'admirer Paris sans embouteillage, mais la décroissance, ça n'est pas une option. Ni pour nous, bien sûr, les entrepreneurs, mais pas non plus pour la très grande majorité de nos concitoyens. Il faut donc que nous inventions ensemble un nouveau modèle de croissance. Pour le MEDEF, ce modèle de croissance, c'est notre raison d'être, c'est la croissance responsable. C'est celle qui réconcilie les attentes de nos concitoyens avec la lutte contre le réchauffement climatique. Comment ? Tout d'abord, en faisant confiance à la technologie. Parce que dans toutes les filières de production, la technologie existe pour produire autant en réduisant massivement l'empreinte carbone. Alors bien sûr, il y a encore des problèmes de coûts, des problèmes d'efficacité, des problèmes de normes, des problèmes d'investissement. Mais je vous le dis ici, les entreprises sont prêtes à s'engager, à investir, à aller dans cette direction. Mais pour cela, c'est le deuxième impératif, il faut un signal prix. Un signal prix significatif, un signal prix prévisible, un signal prix au niveau européen. Et c'est pour cela que depuis 2 ans, depuis mon élection, nous soutenons la taxe carbone aux frontières. Produire moins carboné, mes amis, coûte généralement plus cher. Il faut donc là aussi que la compétition soit équitable. C'est quoi la taxe carbone? C'est tout simplement faire en sorte que le ciment turc, qui est plus carboné, je dis turc, mais ça pourrait être extra-européen, quel que soit le pays, je peux citer les Turcs en ce moment, monsieur le Premier ministre, à tout hasard, le ciment en dehors de l'Europe, qui n'a pas les mêmes normes environnementales, soit à égalité avec le ciment européen. C'est ça la vraie compétition, c'est ça le vrai libre-échange, c'est ça le vrai libéralisme au fond. Pour inventer cette nouvelle croissance, il faut aussi accepter des compromis de part et d'autre et sortir des présupposés idéologiques. Alors c'est d'abord valable pour nous, les entrepreneurs, mais je le dis simplement, c'est aussi valable pour les autres parties prenantes. Alors j'ai vu que certains, je ne nommerai pas, parlaient des ayatollahs de l'écologie. Moi, je préfère parler des utopistes. Vous savez que Thomas More, qui a inventé le terme de l'utopie, définit l'utopie comme la représentation de la société idéale. Et il faut des utopistes dans le monde, parce qu'ils nous font progresser. D'ailleurs, pour ça que depuis 2 ans, nous avons engagé un dialogue régulier avec les principales ONG. La présidente de Greenpeace sera là demain. Nous avons cet après-midi une réunion entre les MEDEF régionaux, les adhérents, pour rencontrer les homologues des 3 grandes ONG qui sont régionalisées, le WWF, la LPO et France Nature Environnement. Mais je crois vraiment, et c'est un message que j'adresse à l'ensemble des ONG, nous ne lutterons efficacement contre le réchauffement climatique qu'en acceptant de se faire confiance, confiance entre les ONG et les entrepreneurs. Même d'ailleurs constant sur le sujet du télétravail. Il faut faire confiance aux entrepreneurs. D'ailleurs, quelque chose que je pourrais dire à peu près matin, midi et soir. Il est évident que le télétravail va se développer. Mais dire, comme on l'a lu parfois, que 100% des entreprises vont fonctionner en télétravail, au fond, c'est remettre en cause une partie de la mission de l'entreprise. C'est remettre en cause le lien social dont elles sont garantes. C'est remettre en cause le supplément d'âme qu'elles insufflent et que le télétravail ne pourra jamais totalement fournir. J'ai pris avant l'été l'initiative de lancer un bilan avec les syndicats. À l'issue, nous verrons ce qu'il convient de faire pour aider nos entreprises à mieux appréhender ces évolutions. Faut-il négocier ou pas?
Et surtout, comment adapter à chaque entreprise, à chaque métier, cette notion de télétravail. Vous le voyez, chers amis, nous sommes face à de très nombreux défis. Vivre avec la pandémie, bien sûr. Trouver notre place en tant qu'Européens dans cette guerre des modèles. Retrouver notre souveraineté, mais sans tomber dans le protectionnisme. Concilier croissance et écologie. Mais le plus grand de tous ces défis, Monsieur le Premier ministre, c'est celui de relancer la machine économique. C'est celui de la renaissance des entreprises de France. Et c'est pour ça que nous vous attendons avec impatience, vous, évidemment, votre intervention. Car le plan de relance est primordial pour nos entreprises. Alors, nous avons bien compris que l'annonce officielle n'est prévue que pour la semaine prochaine. Mais ça va nous permettre de vous dire, ou ça va me permettre de vous dire ce que nous attendons. Ce que nous attendons du gouvernement, d'abord, c'est de la confiance et de la stabilité. L'économie de marché, c'est l'économie de la confiance. Depuis 3 ans, il faut le reconnaître, une politique favorable à l'emploi et à l'investissement a été menée, et menée avec succès. Juste avant la pandémie, les résultats étaient là, que ce soit en matière de croissance ou en matière d'emploi. On avait créé, cher Pierre, pas loin du fameux 1 million d'emplois. Pas exactement sur la bonne période, mais on y était. Et donc maintenir ce cap est indispensable. C'est pourquoi d'abord nous saluons la confirmation, j'espère que vous ne me direz pas le contraire dans quelques minutes, de la baisse de l'impôt sur les sociétés l'année prochaine. Et d'ailleurs un très bon exemple de ce que nous demandons, car si cette trajectoire est confirmée, il s'agira de rejoindre en 2022 la moyenne européenne. Je le dis simplement, nous ne demandons pas à ce que la France devienne un paradis fiscal, juste de nous battre à armes égales avec nos voisins. Et c'est pourquoi nous attendons une baisse significative des impôts de production. Là aussi, il s'agit de se battre à armes égales avec nos concurrents proches. Les impôts de production, vous le savez, mes amis, on les paye quand on n'a pas fait de profit. Alors l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de profit dans les entreprises, ce qui fait d'ailleurs que la baisse de l'IS ne devrait pas coûter trop cher. Par contre, il y aura toujours les impôts de production. Et donc, c'est la mesure principale que nous attendons. Avec cette mesure, avec une baisse significative des impôts de production, nous pourrons réindustrialiser la France, nous pourrons recourir à notre souveraineté. Nous attendons vraiment cette mesure. Depuis maintenant 4 ans, Bruno Le Maire vient à l'université d'été du MEDEF et annonce que l'année prochaine, il y aura la baisse des impôts de production. Cette année, c'est l'année où ça doit être conclusif. Alors au-delà de ces mesures fiscales indispensables, le plan de relance doit nous permettre d'investir dans l'avenir, renforcer le fonds propre des entreprises, prendre peut-être parfois le relais des PGE, soutenir les filières clés, les nouvelles technologies et surtout financer les investissements massifs qui sont nécessaires pour les transitions, la transition écologique, la transition digitale, en particulier dans les PME. Évidemment, on attend beaucoup de l'État. Et d'ailleurs, certains commentateurs, pendant le confinement, ils sont là, je crois, m'ont reproché d'être devenu keynésien, au motif que je demandais trop à l'État. Alors, je vais vous dire les choses très simplement. Cette crise, je l'ai dit, ne ressemble à aucune autre. Alors, toutes les théories académiques en isme, libéralisme, keynésianisme, à mon avis, ne sont pas applicables. Ou plutôt, la seule théorie en isme auquel je crois, c'est le pragmatisme. Je crois que c'est la seule manière de sauver l'économie française. Pour sauver l'économie française, je serais même devenu marxiste s'il le fallait. Non, c'est une boutade, je vous rassure. Là, ça va faire du tweet. Oui, mes amis, il était nécessaire d'être placé sous morphine au plus dur de la crise. Pourquoi? Bon, je l'ai dit, c'est l'État qui nous a demandé de cesser notre activité. Mais surtout, seul l'État, seuls les États, au niveau français et européen, peuvent mettre en place les moyens collectifs face à l'ampleur d'une telle crise. Mais maintenant, il faut se poser la question. Il sera temps, à un moment, pas pour tous les secteurs, de retirer le cathéter et de se remettre debout. Car la renaissance des entreprises françaises ne peut pas dépendre que du plan de relance annoncé la semaine prochaine. Elle dépend aussi de vous, elle dépend aussi de nous, de votre énergie, de votre envie d'entreprendre, au moment où peut-être la raison et le pessimisme nous feraient temporiser. Car ce qui nous motive, nous les entrepreneurs, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la prise de risque, c'est l'audace. On ne devient pas entrepreneur pour être mis sous la tutelle de l'État, mes amis.
Oui, les aides de l'État ont été nécessaires et même indispensables. Mais elles ne doivent pas remettre en cause notre liberté fondamentale, celle d'entreprendre. C'est pour ça, mes amis, que je vous le dis, le pire n'est jamais certain. La renaissance des entreprises de France est aussi entre nos mains. Alors, il y a 60 ans cette année, John Kennedy est élu président des États-Unis. Et je ne peux pas résister à vous dire cette petite phrase. Ne nous demandons pas seulement ce que le pays peut faire pour nous, demandons-nous aussi ce que nous pouvons faire pour le pays. C'est l'avant-dernière citation, je vous rassure. Avant de conclure, je fais une petite aparté. J'aimerais vous dire un petit mot du Liban. C'est un pays que je connais un peu, qui est cher à mon cœur. Sans vous raconter mes souvenirs d'enfance, la première fois que j'ai vu le port ou pas tout à fait d'enfance d'ailleurs, la première fois que j'ai vu le port de Beyrouth, c'était en 85. Il faisait nuit, j'étais sur un petit Zodiac de la Marine nationale et c'était la guerre civile. Alors bien sûr, d'un strict point de vue économique, le Liban, c'est un petit marché. Mais je crois que l'enjeu est ailleurs. Le Liban, c'est un des derniers pays du Moyen-Orient démocratique et multiconfessionnel. En réalité, au Liban, c'est une certaine idée du monde et de la civilisation qui se joue là-bas. Et là, je ne peux pas résister à vous citer Khalil Gibran, le poète libanais, qui écrivait dans Le sable de l'écume « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». Alors ce chemin de la nuit à la lumière, la France et les entreprises françaises le feront aux côtés du peuple libanais. Nous travaillons ardemment avec MEDEFI sur l'aide au Liban et sur le projet de reconstruction du port de Beyrouth. Chers amis, soyez-en sûrs, le MEDEF continuera d'être inlassablement un MEDEF de proposition, guidé par sa raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Mais il sera également, quand il sera nécessaire, un MEDEF de combat aux côtés des entreprises, à vos côtés. Et ça vaut quand tout va bien, ou aussi dans les moments difficiles comme celui que nous traversons. Et je sais que vous tous, présidents, DG de MEDEF territoriaux, vous, présidents, DG de fédération, vous les entrepreneurs, vous êtes animés par la même volonté, le même sens du service à nos adhérents, aux entreprises. Je sais que je peux compter sur vous, sur votre temps, sur votre formidable énergie, sur votre engagement bénévole pour les élus, mais j'ose le mot, j'ose le dire, sur votre patriotisme. Vous connaissez... Ah non, c'était pas la dernière citation. Vous connaissez la citation de Romain Gary dans l'éducation européenne. Le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Ayons l'amour de la France, ayons l'envie d'entreprendre en France. Vive l'entreprise et vive la France! Je vous demande d'applaudir Geoffroy Roux de Bézieux.